Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de My Job Glasses et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre webinaire. Alors vous allez voir, aujourd'hui c'est un webinaire un peu particulier puisqu'on va vous présenter un élève officier, donc quelqu'un qui est encore étudiant et on espère que ça va vous plaire. Alors pour me dire que tout fonctionne, que vous êtes bien là, en bas à droite, vous avez un petit chat. Je vous invite à m'envoyer un petit bonjour pour me dire que vous m'entendez fort et clair et que ça fonctionne. Hello Jean, ravi de t'avoir avec nous. Je ne sais pas si c'est une première ou pas, mais bienvenue. Bonjour Paul, bonjour Samuel, bonjour Nina, bonjour Marine, bonjour Margot, Ophélia. Mais c'est bien, on a plein de filles. Bonjour Nicolas et Nicolas, Lucas, Juliette, Raphaël. Ça fait plaisir de vous voir nombreux connectés avec nous pour ce webinaire. Salut Audrey. Eh ben, écoutez, est-ce que c'est une première pour vous? Est-ce que certains sont là pour une autre fois? Hello Sharon, Sylvie. Une première pour Jean. Eh ben, écoute, Jean, bienvenue. Salut Marc, Ophélia, Ophélie, Lucas, Anissa. Bon, bah écoutez, vous êtes très nombreux, ça a l'air de fonctionner. Et Nina nous dit que c'est une première pour elle aussi. Eh bien, bienvenue. Du coup, pour tous ceux pour qui c'est une première, comme Juliette aussi et Raphaël, décidément, je vous explique un petit peu comment ça va fonctionner. Pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Elliot, notre élève officier. Et pendant la deuxième partie, ce sera à vous de le faire. Donc, comment vous faites? Vous allez dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet que vous avez utilisé pour me dire bonjour. Et là, vous mettez votre question pour Elliot. Mais de façon à ce que je puisse au mieux vous représenter et expliquer vos attentes, j'ai besoin que vous m'en disiez plus sur vous pour que je puisse donner un peu de contexte à Elliot. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom, votre âge, les études que vous suivez, suivi de votre question, de façon à ce que je puisse au mieux donner votre question à Elliot. Ici, je suis particulièrement fière d'avoir Elliot avec nous ce soir. C'est que ce webinaire tombe bien, puisque je vous annonce un petit peu en avant-première que demain, nous lançons My Job Glasses entre jeunes. Qu'est-ce que c'est My Job Glasses entre jeunes? My Job Glasses entre jeunes, c'est l'opportunité d'aller échanger avec des jeunes encore en formation, qui sont un petit peu plus âgés que vous et qui se sont posés les mêmes questions que vous avant sur leur orientation et sur le choix de leur formation. Et donc, vous allez pouvoir aller les rencontrer et leur demander, je sais pas moi, comment ça se passe une classe prépa, comment ça se passe un IUT, comment ça se passe un lycée professionnel, comment ça se passe un lycée agricole, comment ça se passe une école de commerce, une école d'ingénieur. Vous hésitez entre plusieurs options, vous vous demandez si c'est mieux de faire une formation dans un BTS, dans un UT, dans une université. Vous allez avoir la réponse de personnes qui sont passées par là avant vous, mais il n'y a pas très longtemps, pas des personnes comme moi qui savent plus vous dire comment ça se passe parce que ça fait trop longtemps, mais des personnes qui, il y a 1 an ou 2 ans, se posaient les mêmes questions que vous. Parcoursup arrive bientôt, ça vous stresse? Ne soyez pas stressés, vous avez plein de jeunes qui sont passés par là juste avant et qui vont pouvoir vous aider. Et vous savez quoi? Vous pouvez vous aussi parler de votre formation à des plus jeunes et vous inscrire en tant qu'ambassadeur. Tout ça est gratuit, tout ça est fait de manière bénévole et on s'est dit que des jeunes qui parlent aux jeunes, c'est encore mieux. Et puis ce soir, Elliot est un jeune qui parle aux jeunes puisque Elliot est encore en formation. Et donc Elliot, je vais t'inviter à me rejoindre dans une petite seconde pour que tu viennes être finalement ce premier ambassadeur des jeunes parlent aux jeunes en venant nous partager ton expérience, ta formation, comment ça se passe et puis nous expliquer aussi le SID parce que tu rejoins le SID mais tu es encore en formation et donc du coup, c'est quoi les études au SID? Comment ça se passe? Tu vas tout nous raconter. Magie de l'Internet. Bonjour Émilie. Salut Elliot, ravi de t'avoir avec nous. Merci beaucoup de prendre 1 heure pour venir nous expliquer un petit peu qui tu es, ta formation, ce que tu fais, le SID. Et puis moi, j'ai été assez impressionnée parce que je pensais avoir un étudiant qui allait me parler uniquement de cours. Et en fait, tu as déjà fait des expériences à l'international, ce qu'on appelle des OPEX. Tu as déjà une première expérience. Et donc, voilà, j'ai hâte que tu partages ça aussi avec les jeunes qui sont nombreux ce soir dans l'audience à nous écouter et à participer à ce webinaire. Alors, Elliot, tu sais qu'il y a une petite coutume dans ces webinaires. On commence par ce qu'on appelle la carte d'identité de l'invité. Des questions sur lesquelles il faut répondre de manière assez rapide pour nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur toi avant qu'on revienne et qu'on reprenne tout ton parcours et qu'on en apprenne un petit peu plus sur ce que tu as fait au sein du SID. Est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge, Elliot? Oui, j'ai 23 ans. Et tu as rejoint le SID en quelle année? En 2022. Donc, tu avais 21 ans, c'est ça? Si je fais vite les maths? Oui, c'est ça.
Super. C'est quoi ton meilleur souvenir au sein du SID? Ça fait que 2 ans, mais est-ce qu'il y a déjà des meilleurs souvenirs? Oui, forcément, forcément, oui. J'ai créé pas mal de souvenirs déjà là en 2-3 ans, particulièrement en fait pendant l'année de formation militaire, qui est une année de formation très riche et très dense. Et je pense que le meilleur souvenir que j'ai pu en garder, c'est le fait d'être parti en opération extérieure, en fait, tout simplement, durant cette année-là. Euh, donc pendant cette année de formation, on a un stage de 6 mois réalisé en unité et il s'avère que mon unité partait en mission à ce moment-là. Moi, je ne le savais pas en arrivant, mais du coup on me l'a annoncé. Et donc je les ai suivis pendant 2 mois en opération extérieure à Djibouti. Donc c'est vraiment l'occasion d'aller découvrir une autre partie du monde, d'autres cultures, etc. Et donc c'était 2 mois, c'est un peu moins qu'habituellement. C'est plutôt 4 mois une mission, généralement une mission extérieure. Mais en 2 mois, on a le temps de voir tellement de pays, de faire tellement de choses, d'essayer tellement de choses que franchement, c'était super dense, super riche et j'en garde un excellent souvenir. Et s'il y avait un moment un peu plus challengeant, ce serait quoi? Un truc un peu plus difficile que tu pourrais partager avec nous? Un peu plus difficile, là, je pense que un petit peu avant d'arriver en stage en unité, on fait 2 mois à peu près de formation d'officier. Donc moi, j'étais à l'école des fusiliers marins à Lorient. Et quand on va dans cette école-là, tout de suite derrière, on va en stage dans une unité des commandos marines, qui est une unité des forces spéciales de la Marine nationale. Et donc ces gens-là, pour devenir commando marine, ils ont passé un stage quand même très 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 intense. Et donc dans l'idée de ne pas nous faire mettre les pieds dans un endroit où on ne connaît rien, ils se sont dit tiens, ça pourrait être très marrant de leur faire un stage d'aguerrissement de 2 semaines, euh, dans lequel ils vont voir un petit peu par où sont passés les commandos marines pour le devenir. Et donc là, j'ai passé 2 semaines euh, très longues à très peu dormir, très peu manger, faire du sport en permanence, faire ce qu'ils appellent des parcours d'obstacles. Donc, c'est des parcours qui font entre, allez, 1,5 km et 2 kilomètres et pendant lequel ah bah voilà, faut courir, faut franchir, faut sauter, faut, faut se tirer sur des bouts de corde, genre de trucs comme ça. Faire des marches-courses de 20 kilomètres aussi, enfin, ce genre de choses. Et donc, pendant 2 semaines, pendant 2 semaines, ça a été très, très, très long, très dur. Mais je pense que j'en suis ressorti grandi avec franchement plein de souvenirs plein la tête et plein de nouveaux copains surtout. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui rêvent de ça, en fait, parce que les commandos, c'est souvent une unité d'élite qui fait rêver et dans lequel il y a plein de personnes qui aimeraient pouvoir aller. Il y a C'est vrai. peu de candidats qui sont retenus. Et donc, du coup, toi, tu as eu la chance quand même d'être avec eux. Et alors, c'est vrai que je comprends que ça n'a pas dû être facile tous les jours, hein, très clairement. Mais je pense que tu fais partie des quelques personnes qui peuvent dire, moi, je l'ai fait. C'est vrai, c'est vrai. Après, faut remettre quand même un peu les choses en contexte. Je suis pas commando marine non plus. J'ai pas passé le brevet, j'ai pas la certification, bien évidemment. Mais ne serait-ce que voilà, déjà pouvoir aller les accompagner derrière pendant 6 mois en stage. Et on est invité justement à faire plein plein de choses avec eux. Je les ai accompagnés sur beaucoup d'exercices, donc j'ai appris beaucoup de savoir-faire, de choses qu'ils ont apprises, etc. pendant leur formation. Donc oui, en effet, c'est extrêmement constructif d'aller avec eux. Parfait. Euh, le SID, donc qui est le service d'infrastructure de la défense, euh, C'est ça. c'était un rêve de petit. Et je vais aller même plus loin. Est-ce que déjà, militaire, parce que je pense qu'on ne connaît pas le service d'infrastructure de la défense quand on a 5 ans ou 7 ans. Pas faux. Mais est-ce que militaire, c'était un rêve de petit garçon? Est-ce que tu as de la famille militaire? Est-ce que tu étais programmé, on va dire, pour terminer élève, officier et ingénieur au SID? Ou pas du tout? Alors, Et comment t'en as... en ce qui concerne ma famille dans l'armée, absolument pas. Il y a personne dans l'armée dans ma famille. Ou enfin, si, mais ils sont soit à la retraite depuis très 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 longtemps, ou soit je les ai jamais vus de ma vie. Donc non, non, j'ai pas été élevé dans un cadre militaire ou quoi. Franchement, c'est une vocation qui m'est venue aux alentours des 13 ans, 14 ans, je dirais. Où là, à ce moment-là, j'avais pour ambition de rentrer dans la marine. Je voulais aller voilà, dans la marine nationale. Tu voulais Et voyager? donc, pour ça, j'ai fait mon lycée, etc. Et en sortie de lycée, je voulais aller faire, du coup, l'école navale pour devenir officier dans la marine nationale. Et en fait, bon, il y a eu
petite erreur d'aiguillage de la part de mes profs à ce moment-là. Donc, pour aller en école d'officier, de toute façon, il faut faire une prépa derrière. Mhm. Malheureusement, ils m'ont orienté dans la mauvaise filière de prépa, dans le sens où la Marine nationale ne recrutait pas dans cette filière-là. Du coup, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il y avait d'autre. Et donc, j'ai découvert le SID à ce moment-là, donc Service d'infrastructure de la défense. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le SID? Le SID, lui, il cherche à construire pour faire en sorte de maintenir justement l'armée opérationnelle. Donc, ça a un rôle de soutien permanent et d'aide pour l'armée, tout en ayant des militaires au sein du service. Il y a des civils, mais il y a surtout des militaires. Et donc non, c'était pas une vocation. Et puis, au final, franchement, je trouve que je retombe vraiment pas mal sur mes pieds parce que au final, j'ai quand même un rôle très opérationnel. Dès que, par exemple, très récemment, on a ouvert un camp en Roumanie, qui étaient les premières personnes envoyées sur place pour aller ouvrir ce camp? Et justement, c'était les ingénieurs du service d'infrastructure de la défense parce que faut arriver, partir de rien et construire tout un camp. Et ensuite, le maintenir opérationnel aussi pendant toute la durée de la mission. Et généralement, on est aussi très, très, très actif dans la phase où on quitte une mission. Parce que après, il faut fermer le camp. Donc après, il faut savoir est-ce qu'on détruit les bâtiments, etc. Nous aussi, on fait des études dans ce genre de choses, la démolition, tout ça. Donc voilà, c'est très intéressant. Et donc, en fait, on a un rôle de soutien permanent pour l'armée d'active. Il faut savoir qu'on est, en fait, on est tout aussi opérationnel qu'eux, on est tout aussi exposé qu'eux quand on part en mission. C'est déjà arrivé qu'il y ait des ingénieurs comme moi qui fassent des actions de feu en mission. Donc, enfin, voilà, au final, on est quand même très, très proche de l'officier classique, qu'il soit dans l'armée de terre, dans la marine ou dans l'armée de l'air, quoi. Trop bien. Alors justement, on va revenir sur ton parcours. Tu fais la Oui. classe prépa en disant je vais aller à Naval. Tu te rends compte que c'est pas possible d'aller à Naval et tu te rends compte que dans ta filière prépa, tu peux faire le concours du SID. Comment Oui. ça se passe? Et une fois que tu es retenu au sein du SID, comment se décompose la formation? D'accord. Alors, quand on arrive, quand on passe le concours en fin de prépa, on apprend pendant l'été si on est pris ou pas. Et donc là, moi, ça a commencé directement dernière semaine d'août. On va passer une semaine à Angers, à l'école du génie. C'est là que se situe l'état-major de l'école de formation du SID qui s'appelle l'ENSIM. Donc on passe une semaine à Angers pour apprendre ce qu'on appelle les rudiments du militaire. Donc c'est là qu'on apprend à marcher au pas, à chanter, comment s'habiller exactement comme un militaire, etc. Ensuite, on part 3 semaines dans un camp à la Courtine, donc c'est perdu au milieu de la France, pas très loin de la Creuse, où c'est un petit microclimat là-bas où en septembre il fait déjà 0. Et mais c'est très sympa, il fait très beau généralement. Et donc là-bas, on apprend plutôt les savoir-faire du militaire. Donc là, ça va être plutôt s'orienter, que ce soit avec une carte, avec les étoiles, apprendre à tirer, apprendre ce qu'on appelle l'identification, reconnaître les véhicules, ce genre de choses. Ensuite, on part en formation d'officier dans une école. Ça peut être donc l'école navale, Saint-Cyr, l'école de l'air ou l'école des fusiliers marins. Et donc ça dure 2 mois à peu près. On apprend en plus d'un point de vue organique comment fonctionne l'armée, le commandement, ce que c'est qu'un officier, à quoi il sert dans l'armée, etc. Et après, on fait 6 mois de stage en unité. Donc tout ça se déroule sur l'année qui suit le concours. Donc là, on touche plus trop aux études pendant cette période-là. Ça fait 1 an un peu de break. Et après, on reprend les études pour 3 ans, cursus classique d'une école d'ingé en sortant de prépa. Où là, donc on va faire 3 ans de formation avec une dominante très importante vers le BTP. BTP, infrastructure, gestion des bâtiments, etc. Et cette formation se fait à l'école des arts et métiers à Angers. En gros, l'armée sous-traite sa formation à l'école des arts et métiers puisqu'elle est connue pour être une très très bonne école d'ingénieur avec un diplôme extrêmement bien reconnu. Et là, du coup, quand vous faites vos cours à l'école des arts et métiers, vous Mm. êtes mélangé avec des civils, donc des jeunes qui ont, eux, eu leur concours classique à l'école des arts et métiers. Oui, Euh, et vous êtes en tenue militaire ou vous êtes en tenue civile? Est-ce que en permanence, on sait, si moi je suis élève aux arts et métiers, je sais que tu es militaire parce que tu es en tenue militaire quand tu es en cours ou tu es en tenue civile, comment ça marche? alors oui, on est mélangé avec les civils
par exemple, sur le campus d'Angers, les promos civils chaque année font à peu près entre 150 et 180 personnes. Et nous, on n'est que 13 militaires au sein de la promotion. Donc, on est mélangé avec eux. La première année, elle est vraiment commune à tous, où on suit le cursus de base généraliste de l'école. Et donc, ensuite, en deuxième année, troisième année, c'est là qu'on commence notre dominante infrastructure. Et donc là, tous les militaires de cette filière y vont forcément, enfin de mon école y vont forcément. Mais c'est aussi une formation accessible aux civils. Donc, par exemple, on est une classe de 23 à suivre cette formation particulière. Et on est 13 militaires pour 10 civils. Et tu Ensuite, on n'est pas forcément tout le temps en treillis ou en tenue. En fait, c'est un peu à notre bon vouloir de ce point de vue-là. Le commandant vous reprochera jamais de venir en cours en tenue militaire. Vraiment pas. Au contraire, faites-le au maximum que vous pouvez. Mais après tout, voilà, on n'est pas non plus là pour qu'on se pose une étiquette au milieu du front au sein de l'école. Et donc, se fondre dans la masse, c'est aussi très bien de temps en temps. Donc, on peut venir en tenue civile normale. Mais généralement, les gens savent qui sont les IMI, les militaires au sein de l'école quand même. Vraiment, ils savent qui c'est. Ok. Et donc, du coup, les 3 ans, donc tu as 1 an qui est 1 an où tu vas avoir ta formation d'officier et ton stage, enfin on va appeler ça comme ça, ton expérience de 6 mois en unité. Ouais. Ça, c'est la première année. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça te rajoute une année par rapport, en fait, on va dire, au tronc commun qui est fait après avec les étudiants civils plus tard. Et puis après, tu enchaînes sur 3 années qui sont, en fait, l'école d'ingénieur que tu rejoins sur un parcours qui est classique et qui est le même parcours que pourrait faire un jeune civil. Ouais. Si on revient dans cette première année qui est particulière, est-ce que tu peux nous parler des 4 mois de formation militaire pour devenir officier et après, toi, de l'expérience que tu as eue avec les commandos de la marine? D'accord. Plus en parler de quel point de vue de mon ressenti, ce que j'en ai tiré, ce genre de choses? Les deux, à la fois concrètement, c'était quoi ton quotidien dans les deux cas? D'accord, ouais. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi moi, si je suis en classe prépa en ce moment et que je me pose une question, je me dis, bah, j'ai 2 possibilités. Tu vois, je peux faire l'école en tant que civil ou je peux rejoindre le SID et avoir cette année en plus et après suivre l'école et après être intégré au SID demain. Pourquoi je suis ton exemple et pourquoi je fais cette année en plus et qu'est-ce qu'elle va m'apporter cette année? D'accord. Alors, mon quotidien, quand on est sur vraiment la formation d'officier, c'est, allez, on va dire très cliché, c'est, allez, réveil 6 heures, on fait notre lit au carré, hop, tout bien comme il faut. Ouais. Voilà, on se lève, petit déjeuner à la rampe, puis on enchaîne. Généralement, derrière, il y a une séance de sport, il y a un truc comme ça. Ensuite, derrière, on suit des cours. À midi, on revient. Généralement, il y a la revue de chambre. Donc, ils viennent vérifier si tout est. Le matin, c'est des Pardon? cours. C'est des cours. C'est quoi comme cours le matin? C'est des cours classiques ou c'est des cours pour apprendre ce que fait un officier? C'est quoi les matières qui sont enseignées? Ça dépendait. En fait, ça c'est vraiment typique de l'armée, c'est qu'il y a besoin d'une formation théorique avant toute pratique. Donc que ce soit si généralement par exemple on va apprendre pour la première fois à aller tirer au FAMAS ou HK416, et ben d'abord on a une formation théorique à passer, où on va être assis sur une chaise, écouter. Après on va manipuler sans munitions par exemple, et après on va aller faire tirer avec munitions sur ça. Par exemple, ou sinon par exemple quand on apprenait à faire ce qu'on appelle de la topo, donc de l'orientation en milieu ouvert comme ça, juste avec une carte. Bon, bah d'abord on était sur une chaise, on nous apprenait comment lire une carte, machin. Ensuite de la pratique sous forme de petit atelier, puis après on était largué dans la nature. Hop, et maintenant bah vous allez d'un point A à un point B et vous vous débrouillez. C'est souvent un peu comme ça que ça se passe au niveau de l'échelonnage des difficultés, on va dire, dans l'armée. Donc après, il y a vraiment tout type de formation. Après, on a eu des formations très comment fonctionne l'armée, comment fonctionnent les chaînes de commandement, comment se passent les informations, ce genre de choses. Ça, c'est des formations que n'ont pas, par exemple, les sous-officiers ou les militaires du rang, puisque bah, ils sont pas amenés à commander, donc ils n'ont pas trop besoin de savoir ça. C'est un peu plus complet, on va dire. Ok. Et donc après, tu disais revue de la chambre. Oui, voilà.
Donc bon, après, oui, évidemment, la revue de chambre. Donc, vous êtes là, votre chef, il vient voir si la chambre est bien faite comme il faut, comme ils vous ont appris. Si c'est pas le cas, vous la retrouvez en bordel, il faut refaire ça en 4 minutes. Hop, et puis après l'après-midi, c'est reparti. C'est reparti, petite séance de sport, un petit cours, machin. Et si vous avez été gentil, vous êtes tranquille sur la fin de la journée. Si vous n'avez pas été gentil, il y a peut-être une séance de sport qui se rajoute. Ok. Et Ça pendant 4 mois, du coup? ouais, c'est un peu ça. À des Et, rythmes différents, mais oui, c'est un peu ça. et là, tu choisis où tu fais ta formation d'officier. Toi, tu l'as fait avec la Marine nationale, parce que tu avais toujours cette idée de la Marine, mais je peux choisir de la faire dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air. Enfin, comment ça marche? Oui, alors en fait, à l'armée, on est tout le temps noté. Même chaque année, on a des notations, une fois en poste, etc. Donc, on est tout le temps noté. Et donc, à chaque étape importante, on va avoir une note. Et donc, bah, fin de la première semaine d'incorporation, là, à Angers, à l'école du génie, on a déjà une note. Après, tout au long de la courtine, donc les 3 semaines dans le camp au milieu de la France, on va avoir des notes, etc. Les notes sont connues, hein, on passe en entretien individuel pour signer une feuille de notation, on connaît nos notes. Et donc après, derrière, on a accès aux 4 écoles d'officiers que j'avais citées précédemment. Et en fait, on fait des vœux. On fait des vœux. Soit on arrive à s'arranger à l'amiable avec nos camarades, soit sinon, bon, après, ça se fait au classement. Mais de manière générale, on a quand même assez de places offertes par rapport au nombre qu'on est. Donc, il y a rarement des déçus. Il y a toujours un ou deux dans une promo, mais de manière générale, on va là où on en a envie. Ok, donc toi, tu choisis la Marine et c'est pour ça que tu fais euh, ta formation là-bas. À l'issue de ça, il y a encore un classement. Et ce classement te permet de choisir où tu vas faire ton stage de 6 mois. C'est ça, ton expérience de 6 mois en Oui, unité dépend de ton classement. oui. Juste petite précision pour ceux quand on va aller à l'école des fusiliers marins, il n'y a qu'une seule place par an. Et donc, sur celle-là, il y a 2 petites étapes, on va dire, de sélection supplémentaire où on va avoir un test de course à pied et un test de physique poids de corps, enfin pompe, traction, ce genre de choses, montée de corde. Parce qu'on sait que si on va à l'école des fusiliers marins, on sait que derrière on va chez le commando marine, donc on va faire le fameux stage d'agacement très dur. Et donc on ne veut pas envoyer n'importe qui là-bas. Donc voilà, il y a juste 2 petits trucs en plus des autres, mais sinon c'est classique. Et donc Ok. oui, même en école d'officier, encore, là pour le coup, on va vraiment avoir des évaluations écrites sur certaines choses qu'on a apprises. Pardon, je n'ai pas goûté une eau, tant pis. Fallait prévoir avant. Et du coup, oui, on va avoir des évaluations théoriques, enfin vraiment sur papier, ce genre de choses, des évaluations pratiques. On est noté, on a un classement, et donc on fait des vœux sur le type de régiment ou d'unité qu'on voudrait aller. Et donc là, ce que je comprends, c'est que comme il n'y avait qu'une seule place, un, tu étais bien classé, et deux, tu étais bon en sport, puisqu'il fallait aussi réussir tout ça. Et donc, du coup, c'est ce qui t'a permis d'être la personne qui partait dans cette Oui, école. c'est ça. Ok. Et du coup, tu pars dans l'école, enfin, tu pars dans ce stage, tu as 6 mois. Ouais, Comment ça se passe? Parce que j'ai compris, et les personnes qui étaient avec nous en début aussi ont entendu que tu avais été à l'international, puisqu'il y avait une OPEX qui était faite par cette unité, et donc du coup, tu les as suivis. Est-ce que tu peux nous expliquer tes 6 mois, comment ça s'est passé, et nous expliquer aussi comment s'est passé cette OPEX? d'accord, oui. Alors, donc dans un premier temps, on arrive du coup dans l'unité, donc c'était vers fin novembre, un truc comme ça. Donc là, dans un premier temps, il faut prendre ses marques, donc faut pas hésiter à aller parler un petit peu tout le monde, bonjour, et aller se présenter, c'est très important de l'arriver. Bonjour, je suis le stagiaire, machin. Se présenter comme ça, tout le monde tout de suite sait qui on est, et ils peuvent du coup nous aiguiller au mieux déjà dès le début, parce qu'on met quand même les pieds dans un milieu qui est quand même assez nouveau. On est là que depuis 2 mois, 3 mois. On connaît pas trop comment ça fonctionne dans l'unité, donc vraiment au moins les gens peuvent nous aiguiller, il faut pas hésiter à les solliciter, etc. Donc il y a une petite phase, on Ah, va dire. Pardon. excuse-moi, tu as un grade à ce moment-là? Oui, bah, dès qu'on sort d'école d'officier, on est aspirant. Au début, tout début de l'année, on n'est rien. Ici, il y a rien. Rien. Ensuite, c'est pendant la courtine, au moment où on va arriver en école d'officier, ils nous donnent ce qu'on appelle un alpha. Donc c'est sous forme d'un alpha, la lettre grecque. C'est le grade de élève officier. Et une fois qu'on sort de l'école, on a une remise du galon d'aspirant. Donc on devient aspirant, qui est le grade le plus bas des officiers. Ok. Donc voilà, donc après, donc, voilà, on arrive en unité, petit temps d'adaptation, etc. Et donc là, j'ai appris qu'ils allaient partir en mission.
Mais ils m'ont dit, avant de venir en mission avec nous, parce qu'il faudrait que tu nous serves à quelque chose quand même, ce serait pratique que tu ailles passer le stage parachutiste juste avant. Parce que les commandos marines sont parachutistes. Et généralement, tous ceux qui iront en stage dans des unités parachutistes, même au sein de l'armée de terre, par exemple le premier RCP, les chasseurs parachutistes, ce genre de choses, ils auront l'occasion d'aller le passer. Et du coup, ils m'ont envoyé passer le stage parachutiste. Donc, c'est 2 semaines, une semaine de formation théorique, une semaine de saut pratique. Ça se déroule à Pau. Et Donc, j'ai fait ça sur... t'avais déjà sauté? Tu connaissais non, quelque jamais. chose? Rien du tout. Donc, Non, t'es parti de non, zéro non. et t'as fait ton stage Ouais. que tu as eu, j'imagine. Oui, exactement, je l'ai eu. Donc, ouais, ça a duré 2 semaines. Donc, c'est ouais, au dernier saut, il faut faire 6 sauts dans la semaine. On a fait 6 sauts. J'ai réussi le dernier. Donc, ils ont dit, bah, c'est bon. Hop, petite remise du brevet. Euh, donc, voilà. Donc, ensuite, je suis revenu en unité. Et donc, là, après, j'ai pris le premier avion pour partir les rejoindre donc à Djibouti en opération extérieure. Donc là, c'est même nous, on avait un fonctionnement particulier en OPEX parce qu'on n'était pas sur les bases avec tout le monde. Généralement, il y a des grosses bases, des très 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 grosses bases en OPEX qui sont communes, des fois à l'armée de l'air, l'armée de terre, etc. Les commandos marines, vu que c'est des forces spéciales, il faut qu'ils soient un petit peu cachés, etc. Nous, on était reclus, on était vraiment au sommet d'une montagne à Djibouti, d'un tout petit village à 40 km plus loin, machin, au lieu de la Cambrousse, et sur vraiment un tout petit camp, quoi. Un commando, un commando marine, c'est à peu près environ 80 personnes maximum. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde comparé à un régiment où ça se compte plutôt quasiment en milliers. Ouais. Enfin, pour les petits régiments, quasiment en milliers. Pour les gros régiments, il y a des fois 2000 personnes. Donc voilà, c'est pas du tout la même échelle. Donc un tout petit camp et un peu reclus au milieu de la montagne. Donc expérience particulière quand même parce que ça fait un peu vivre comme un ermite, je dirais. Mais mais très constructif. Ça permet d'en apprendre pas mal sur soi-même, justement, sur sa capacité, sur ce qu'on appelle la résilience, capacité à encaisser, et puis à prendre du recul et à se dire, bon, bah voilà, c'est bon, c'est passé, ce genre de choses. Ne pas, enfin voilà, la capacité à ne pas exploser non plus sous la pression, ce genre de choses. C'est un peu particulier, forcément, du point de vue éloignement familial. Tout ça, enfin, on peut pas contacter nos proches quand est-ce qu'on en a envie, etc. On a bien que maintenant c'est bien évolué, on a du Wi-Fi sur les camps, mais ce qui n'était pas le cas même il y a 10 ans. Hein, mais maintenant on a du Wi-Fi en permanence, c'est déjà bien. Mais mais enfin voilà, forcément pour une première expérience c'est particulier. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Moi je me suis dit en vrai pour une première mission 2 mois, bah c'était bien. Génial. 2 mois, je suis rentré au bout de 2 mois, j'ai dit bon j'aurais pu faire plus, mais je suis bien content de rentrer au bout de 2 mois quand même. Ça fait plaisir quand même. Alors, si on revient justement sur le temps passé là-bas, c'est quoi le rôle d'un Mimi avec ces commandos marines dans ce camp à part à 40 km des autres? C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce que concrètement, c'est quoi ton rôle? Alors, donc, les IMI qui sont censés être des ingénieurs dans l'infrastructure, etc. Quand on est dans notre année de formation militaire en stage, c'est bien précisé que on ne doit pas avoir de rôle infrastructure au sein des unités, parce qu'on n'est pas là pour ça. Tout le côté ingénieur infrastructure, on va l'apprendre Après, l'année qui suit en école aux arts. C'est pas ce qui nous intéresse vraiment. L'année militaire, le stage, c'est pour apprendre à avoir un premier vernis en termes de commandement, savoir voilà comment gérer des hommes, etc. Typiquement, ceux qui seront dans l'armée de terre, très souvent, c'est des postes adjoint chef de section. Donc, une section, c'est entre 20 et 40 hommes à peu près. Donc, vous serez l'adjoint du chef de section et donc, par moment, vous serez amené à diriger la section tout seul, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est de vous mettre en responsabilité. Chez le commando marine, c'est un peu plus particulier. bah Je oui, peux pas diriger une section de commando marine dans le sens où bah, ils ont des savoir-faire que je n'ai absolument pas. Donc, moi, mon rôle, c'était adjoint officier logistique. d'accord. Donc, l'officier logistique, c'est un peu une personne multicasquette au sein d'une unité. C'est lui qui va préparer, par exemple, tout ce qui est projection, du coup, bah, en opération extérieure. C'est lui qui va préparer tout l'administratif et tout pour être sûr que tout est carré, que tel Pax n'est pas un colis qui reste en France parce qu'il n'aura pas été accepté, machin, etc. C'est un rôle extrêmement important qu'on se qualifie souvent un peu de rôle Excel, hein, où on fait beaucoup d'Excel. Mais faut avoir l'esprit que j'étais son adjoint, j'étais pas l'officier logistique, j'étais l'adjoint.
Et donc, dans la réalité, je pense avoir touché 3 fois dans mon stage un classeur Excel. Et en fait, moi, j'accompagnais quasiment en permanence les groupes sur leur terrain d'entraînement. En fait, souvent, soit j'allais jouer le méchant, ce qu'on appelle faire du plastronnage. Donc, jouer le méchant dans leur petit entraînement, etc. Faire des séances de tir, etc. J'allais tirer plus de 3 fois par semaine avec eux. Au final, j'étais très rarement assis sur une chaise derrière un clavier à taper sur les claviers d'un ordinateur. Au bout des 2 mois, quand tu rentres, il te reste encore du temps dans ton stage. Tu vas faire quoi? Euh, Cette période-là, elle est un peu plus tranquille parce que forcément, retour de mission, on vous donne des vacances généralement. Enfin, voilà, c'est même des grandes vacances qui permettent justement à tout le monde de pouvoir aller un peu reprofiter de sa famille, etc. Moi personnellement, j'ai pas pris de vacances parce que je le voulais pas, mais et du coup, bah, j'étais dans une phase où le commando fonctionnait un petit peu au ralenti. Il y avait même pas la moitié du monde sur place, ce qui est normal. Mais donc, bon, j'étais là. Après, j'avais d'autres personnes qui ont fait la formation d'officier avec moi, qui étaient dans les autres unités des commandos marines, qui étaient aussi sur base. Donc moi, en fait, j'allais aider de temps en temps avec d'autres commandos, justement, une autre unité. J'allais les aider sur tel point, sur tel point. Pareil, jouer le méchant, encore un peu la même chose, mais bon. En fait, quand notre service tourne au ralenti, faut pas hésiter, pareil, à aller voir un autre service. Comme on dit, en fait, c'est nous qui faisons notre stage. Si on n'est pas volontaire, qu'on ne demande pas, on fera rien. Mais dès que vous demandez, les gens seront ravis en fait de vous intégrer sur leur manip, de vous faire découvrir des choses. Et donc ça m'a permis aussi d'aller voir d'autres commandos, de faire d'autres types de missions. Par exemple, quand je suis allé aider avec le commando Pontchardier, qui sont ceux spécialisés dans le transport en véhicule, que ce soit sur la mer ou sur terre. Ben voilà, je suis monté dans des véhicules que je ne serais pas monté si j'étais resté au commando Jobert. Donc, voilà, donc on a fait des missions plus d'infiltration en véhicule, ce genre de choses. Enfin voilà. À la fin de ces 6 mois, c'est là que commence ta première année à l'école, en fait, Oui, c'est pour ça. devenir vraiment IMI, c'est-à-dire rentrer un peu dans ce qu'est l'infrastructure Ouais. de défense. Je crois que là aussi, il y a un stage à faire qui est un stage ouvrier en première année. Et là, tu peux faire ce stage dans le civil aussi. C'est bien ça? Oui, c'est Tu me ça. racontes. Alors, donc on fait notre première année de formation aux arts et métiers. Donc notre deuxième année une fois après la prépa. On fait Mhm. notre année et en fin d'année, vers juin, on a un stage ouvrier à réaliser. Donc en fait, là, le but, c'est vraiment d'aller voir sur un chantier comment travaillent les ouvriers et de travailler avec eux pour comprendre vraiment quelles sont les problématiques auxquelles ils sont très souvent confrontés, ce genre de choses, pour que à l'avenir, quand on sera amené à gérer les projets, bah, qu'on ait conscience de tout- tous les défis qu'ont les ouvriers au quotidien, quoi. Donc moi personnellement, j'ai fait ça dans une entreprise civile qui s'appelle NGE Bâtiment, qui est une filiale d'une très très grosse entreprise qui s'appelle NGE. Enfin bref, voilà, c'est pas très important. Et donc eux, ils étaient spécialisés dans le gros œuvre, donc c'est poser tout ce qui est pardon, les grands murs en béton armé, par exemple, ou faire les dalles, les poutres, ce genre de choses. Et donc j'ai passé un mois avec eux à couler du béton, en gros, couler du béton, faire du mur, faire des poteaux, ce genre de choses. On va bientôt passer aux questions des jeunes. On a pris un peu de retard. Tu peux nous parler de cette première année aussi d'études? Qu'est-ce qu'on y apprend? Et donc, du coup, bah, tu suis la même formation que les civils, on a compris. Mais concrètement, c'est quoi les sujets qui sont appris pendant cette année? Hum, Alors, les arts et métiers, ça reste une école qui est très reconnue pour un aspect particulier, c'est leur connaissance pratique des choses. C'est-à-dire que il y a que aux arts et métiers que vous allez faire des TP, par exemple, de fonderie, où vous allez vraiment enfiler des gants, prendre de l'acier fondu comme ça et le couler dans un moule, etc. Il y a que aux arts et métiers que vous ferez ça. Et donc, vous avez une partie avec beaucoup axée sur les TP, sur les connaissances pratiques, etc. Et après, j'ai envie de dire, à côté de ça, il y a cursus classique, quoi. On fait de la physique, on fait de la chimie, on fait des maths, un peu truc classique. Mais voilà, on a en fait un petit panel plus procédé de fabrication, etc., qu'il y a pas spécialement dans d'autres écoles. Très clair. Là, tu es en deuxième année. Tu es au début de Oui, ta deuxième année, enfin, qui est ta troisième année parce que tu as déjà fait. Mais si on oui. prend juste l'école, on va dire que c'est la deuxième année de l'école. Euh,
Là, tu choisis plus d'options, tu as une formation qui est plus spécifique. Et est-ce que tu vas avoir un autre stage à faire et dans quelles conditions? Alors oui, du coup, donc là, je suis dans la formation ingénierie en gestion durable des constructions. Donc c'est vraiment la petite filière, donc là, BTP Infra de l'école. Et en fin d'année, on a à nouveau un stage à faire, mais ça, c'est un stage de mobilité internationale qu'on peut faire dans le domaine de la défense ou pas. Il y a plusieurs options. Typiquement, il y a des gens qui ont fait des stages à l'OTAN. Ouais. À l'OTAN, on peut faire ça aussi en ambassade. Donc, par exemple, aller dans l'ambassade de France, que ce soit en Afrique du Sud, au Mexique, en Hollande, par-ci, par-là. Il y a possibilité de faire de l'humanitaire, en essayant de garder un petit côté infra quand même. Donc, c'est aller aider les populations défavorisées en, je sais pas, dimensionnant des réseaux d'eau, leur donner de l'accès, leur expliquer comment traiter de l'eau sale, ce genre de choses, parce que on fait énormément ça en infrastructure, on penserait pas, mais justement, délivrer de l'eau saine dans un bâtiment, bah, ça fait partie de ce qu'on apprend. Mhm. Et ça, ou pour ceux qui n'ont pas le TOEIC, ils auront la chance de faire un stage linguistique en Angleterre. Super. Donc ça, c'est un stage de 2 mois qui est à faire obligatoirement à l'étranger. Dans la défense ou pas, c'est à nous de voir ça, à notre Et tu disais diligence. que toi, c'est l'ambassade qui te tente là, et donc, si tu avais un choix à faire, ce serait plutôt là-dessus. Avant de passer aux questions des jeunes, et là je vous invite les jeunes à aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus, comme ça va m'aider à bien les organiser. Tu nous parles de la 3e année, alors tu la connais pas encore, elle aura lieu l'année prochaine pour toi, mais cette dernière année, elle fonctionne comment? Et à l'issue, j'imagine que c'est là qu'on choisit ce qu'on va faire après, enfin comment ça marche? Il y a encore une histoire de Alors, classe. la dernière année, elle est là, c'est nouveau, bah, de cette année, ils sont en train de mettre ça en place. Ils sont en train de créer d'autres partenariats avec d'autres écoles pour qu'on puisse avoir une dominante en fonction du domaine d'infrastructure dans lequel on voudrait pas se spécialiser, parce que c'est pas une spécialisation, mais vraiment avoir un peu plus de connaissances. Donc, par exemple, il y aura on va dire des spécialisations juste pour utiliser un terme plus simple, mais dans le domaine du portuaire, pour tout travailler du coup sur les gros ports de l'armée, que ce soit à Brest, Toulon, Cherbourg, ce genre de choses, sur tout ce qui va être aéro, pour et surtout enfin tout ce qui est aéro, ouais, exactement, pour travailler du coup plutôt dans les bases aériennes, sur les pistes, ce genre de choses, et les bases aériennes à vocation nucléaire qui sont très importantes, où on a un très gros rôle dedans parce que ça répond à des normes différentes. Bien sûr. Un en génie électrique, ce genre de choses. Donc ça, ce sera plus pour l'aspect maintenance des bâtiments déjà existants, etc. Et une formation dans le domaine du nucléaire, où là, il y aura 2 partenaires différents avec 2 écoles différentes. Un pour apprendre vraiment comment construire un bâtiment qui va accueillir du nucléaire. Par exemple, comment construire une centrale nucléaire, etc., qui se fera plutôt à l'ESTP. Ouais. Ou une partie vraiment physique de l'atome, étudier les réactions nucléaires, etc., et les comprendre. Et ça se fera plutôt à l'INSTN à Cherbourg. Et donc, c'est des partenariats avec plusieurs écoles qui sont en train de se mettre en place. Et donc, dès l'année prochaine, on a déjà le partenariat à Cherbourg qui va s'ouvrir. Et moi, dans l'idée, j'aimerais bien aller là-bas. Cool. Et est-ce que là encore, en fonction de ton classement à la fin, tu choisis ton affectation au sein du SID après pour ton premier emploi sortie d'école, on va dire ta première affectation réelle ou pas du tout? Ou est-ce que ça dépend de la formation, enfin du choix d'école complémentaire que tu auras fait? Comment ça fonctionne? En soi, non, à part pour le nucléaire, où ça risque de quand même prédestiner un petit peu, parce qu'on a d'énormes projets qui arrivent pour l'armée dans le nucléaire, avec le nouveau porte-avions, les nouveaux sous-marins nucléaires, tout ça. Donc, forcément, ça va peut-être un petit peu nous diriger, mais sinon, enfin voilà, c'est avoir une dominante, c'est pas une spécialisation. Je comprends. Donc, c'est vraiment une histoire pour nous, en fait, pour satisfaire notre culture, d'aller se spécialiser, d'aller avoir des connaissances en plus dans un ou 2 domaines. Mais donc, après, le poste en lui-même, pareil, bah, on continue à avoir des notes, classements, etc. Il y a toute une série de postes qui vont nous être proposés. Et donc là, on fait des vœux. On fait des vœux, et pareil, à l'amiable avec nos camarades, ou au classement, on aura nos premières affectations. Super. Merci infiniment Elliot pour nous avoir expliqué ces éléments-là. Je passe aux questions des jeunes. On a une question de Nicolas qui nous dit qu'il est actuellement en école d'ingénieur et il se demande si à la fin, une fois qu'il aura obtenu son master, il pourra accéder aux écoles d'officiers en passant les concours.
Et notamment, lui, ce qui le fait rêver, c'est l'école de l'air, parce que le cursus qui suit est à dominante aéronautique et spatiale. Est-ce que tu as quelques éléments là-dessus? Oui, toutes les écoles d'officiers recrutent par ce qu'on appelle un concours sur titre. Mhm. Euh, Au SID, on le fait aussi. Enfin, vraiment, toutes les écoles d'officiers le font. Donc, il pourra intégrer. Il aura très sûrement une formation d'un an qui sera raccourcie quand même. Enfin, plutôt que de faire les 3 ans à l'école de l'air, il en fera qu'un pour, du coup, voilà, justement, apprendre tout ce qui est quand même le côté militaire de cette armée-là. Mais oui, normalement, il pourra sans problème avec un master rentrer à l'armée de l'air. Et est-ce qu'avec un master à dominance aéronautique et spatiale, on peut aussi postuler au SID? Ou est-ce qu'il faut avoir un master qui est déjà plutôt quelque chose de l'ESTP ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que même si c'est une école d'ingénieurs qui est à dominance aéronautique et spatiale, il y a peut-être quelque chose à faire avec vous? Euh, Tu peux me dire que tu sais pas aussi, hein, j'ai rajouté cette question. oui, oui, je vérifie parce que j'ai la liste des écoles dans lesquelles on recrute, etc. Non, on, il n'y a pas forcément besoin d'avoir pour rentrer au SID, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un diplôme infrastructure. On a D'accord. pas mal d'autres métiers. Typiquement, tous ceux qui sont spécialisés dans l'étude des sols, ce genre de choses, ils sont très importants pour nous parce que ça nous permet derrière nous, ingénieurs, de faire les calculs de fondation, etc. On a besoin de gens qui savent étudier les sols, par exemple. Donc, on a diverses spécialités. L'aérospatiale, pour le coup, je ne sais pas. Ça, Ok, après, faut aller se renseigner auprès des CIRFA et ils vous diront directement. sans souci. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être spécialisé BTP pour rentrer au SID. On a une question de Nicolas, ou Nicolas, je sais pas, excuse-moi si je prononce mal ton prénom, qui est en bac pro mécanique actuellement et qui demande si avec un bac pro aéronautique, on peut rentrer en école d'ingénieur sans faire une classe prépa. Oui, alors oui, c'est possible. Il faudra quand même très sûrement passer par la prépa qu'on appelle la prépa ATS, qui est une prépa sur un an, c'est un an de remise à niveau. Enfin, parce qu'on s'en rend pas compte quand même, mais en prépa, il y a un rythme Ouais. extrêmement dense, quand même assez dur. Moi, j'ai failli pas réussir. J'ai redoublé une année en prépa parce que j'avais pas réussi les concours la première fois. Donc, il y a quand même besoin, pour rééquilibrer quand même entre la sortie de BTS et l'école d'ingé, de faire généralement ce qu'on appelle voilà une prépa ATS, un an de remise à niveau. C'est pas aussi intense qu'une prépa classique. C'est une approche différente. Il y a Jean qui te remercie de partager ton expérience et qui demande si tu sais si on peut rentrer au SID pour travailler sur des sujets comme le recyclage, les matériaux durables, les économies d'énergie, parce que c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement. Est-ce que c'est des sujets qui sont traités par le SID, tout ça, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, totalement. Typiquement, nous, dans notre formation aux arts, quand on travaille, on a des cours du coup sur les matériaux du BTP, etc. Et on a une sensibilisation justement sur tout ce qui est les matériaux les plus polluants, etc. Comment réduire les empreintes carbone, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des postes spécialement réservés enfin voilà, Et là, recyclage, à matériaux ça? Je suis durables, pas sûr, mais économie. en fait, il aura très sûrement des postes justement par exemple de conducteur d'opération, donc gérer un chantier. Et au moins, il pourra évidemment mettre toute sa graine et toute son envie dans la réduction de l'impact carbone de son chantier. Ça, justement, c'est bienvenu. Super. On a Audrey qui a été très intéressée par tout ce que tu nous as raconté sur le stage d'aguerrissement. Peut-être que c'est une future volontaire pour devenir commando aussi. Et elle se demandait si tu pouvais lui donner quelques conseils sur la préparation physique qui est nécessaire en amont du stage d'aguerrissement, justement pour mettre toutes les chances de ton côté. D'accord. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas qu'à Lorient qu'on fait un stage d'aguerrissement, on en fait un aussi à l'armée de terre. Tous ceux qui vont à Saint-Cyr terminent sur un stage d'aguerrissement qui dure une semaine, qui est pas pareil que celui de Lorient, c'est pas les mêmes objectifs derrière. Mais parce que typiquement, nous, pour faire le stage d'aguerrissement, on avait besoin de savoir passer ce qu'on appelle les minima commando. Donc c'était les gens qui allaient faire le véritable stage commando, ils ont besoin, il y a une présélection avant le stage, qui est de savoir faire, c'était 40 pompes,
50 flexions, 6 tractions, 2 montées de corde avec sac à 8 kg, 2 montées de corde avec sac à 8 kg, un 8 km avec sac à 8 kg et une arme à faire en moins de 50 minutes, un 1500 mètres avec sac et arme à faire en moins de 8 minutes, il me semble, et une épreuve aquatique où faut aller dans ce qu'ils appellent la cuve à Lorient. Si vous regardez les reportages sur les commandos marines, vous verrez la cuve, la fameuse, où il y a une petite nage de 50 mètres à faire, puis après descendre à 4 mètres de profondeur, aller chercher un plongeur qui est là, qui est au fond, et il faut aller le voir, lui faire un signe, et quand il vous dit de remonter, vous pouvez remonter. Donc déjà, il faut être capable de passer ces minima-là pour pouvoir espérer accéder au stage d'aguerrissement qui est derrière. Et après, généralement, si on réussit ça, derrière, le stage d'aguerrissement est à la portée, en tout cas. 2 questions qui me viennent par rapport à ça. Est-ce que c'est les mêmes... Enfin, on fait la même chose quand on est une fille? C'est 8 kilos aussi, les sacs, etc. Ou il y a une différence entre hommes et femmes? De manière générale, dans l'armée, il y a des barèmes hommes et femmes, mais Ouais, pas chez les commandos marines, parce d'accord. que on avait posé la question, du coup, on avait dit, bah, c'est bizarre, il n'y a pas de barème femme. Ils avaient dit, bah, réponse d'un commando marine, hein. Ils avaient dit, bah, vous imaginez que l'ennemi va attendre si c'est une femme plutôt qu'un homme? Non, forcément. Donc, c'est les mêmes barèmes. Si Ouais, vous même voulez, chose. voilà, si vous voulez faire partie de ce genre d'unités, qui sont des forces spéciales, c'est quand même très Bien particulier. sûr. Faut avoir le même niveau, le niveau minimal requis, tout court. Voilà, Ok, c'était ça l'idée. très clair. Et deuxième question, est-ce que tu as des endroits où tu peux t'entraîner par rapport à ça? Parce que tu nous parles de la cuve, mais bon, la cuve, tu vas enfin, ça va être au moment du test, mais t'as pas d'endroit où tu vas pouvoir aller tester avant ou comment ça marche? Du coup, il y a pas mal de piscines sur les enceintes militaires qui ont 4 mètres de profondeur. D'accord. Ce qui permet, justement, le 4 mètres de profondeur, c'est souvent un cap particulier, c'est souvent utilisé. Du coup, les piscines vont souvent jusqu'à 4 mètres de profondeur. Donc, et nous, en fait, on était en formation d'officier, donc on avait parfois un créneau-sport prévu sur nos heures de cours, soit après ou avant, on se levait plus tôt, ou sinon on y allait après les cours. Et après, on allait s'entraîner tranquillement dans notre coin, on allait courir sur la base, ou on allait à la piscine sur les créneaux ouverts, ce genre de choses. Après, la cuve et la piscine, c'est pas du tout pareil. La cuve, si je tends ma main dans la cuve, je la vois pas. Il y a Ouais, zéro de visibilité, alors qu'une piscine, c'est clair quand même. Donc d'un point de vue psychologique, ça n'a pas le même impact. Mais voilà. donc en fait, la première fois que tu testes la cuve, c'est au moment où tu vas faire le test. C'est ça? Ouais. Je crois je me souviens plus, je crois qu'ils nous ont fait faire juste un saut dans la cuve pour prendre conscience que c'était qu'une eau à 10 degrés, pas chauffée, machin. Faire une petite nage et revenir, mais on n'était pas descendu en profondeur, en tout cas. Ok. Audrey nous dit, ouais, c'est pas évident, mais on va rappeler, juste pour rassurer Audrey, que là, on parle vraiment des commandos. Les commandos, c'est ce qu'il y a de plus difficile au sein des armées et sur lesquels le niveau attendu physiquement est très, 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 très haut. Il n'y a pas besoin de savoir faire tout ça dans les autres unités, on est d'accord. Là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel pour avoir accès à des unités d'élite de combat qui ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Donc, pas d'inquiétude si on n'est pas un as du physique et du sport. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles quand on est élève, officier, ingénieur ou SIL. Simplement, on va pas demander d'aller faire un stage commando, on va aller faire un stage dans d'autres unités dans lesquelles on n'a pas besoin d'avoir ces mêmes capacités qui sont demandées. Bien sûr, oui, totalement. Et en effet, c'est particulier parce que c'est les commandos, mais donc le stage d'aguerrissement qu'ils font, par exemple, à l'armée de terre, qui dure une semaine, c'est pas, comme je disais, c'est pas du tout pareil, pas la même, c'est pas les mêmes objectifs derrière, donc même au niveau des activités, on ne fait pas la même chose. J'ai pas le détail parce que bah moi je l'ai pas fait celui de l'armée de terre, mais voilà. Et tous ceux qui l'ont fait l'ont réussi à l'armée de terre sans problème, que ce soit généralement quand on est en école d'officier, on est avec les polytechniciens, parce que je sais pas si vous le savez, mais Polytechnique est une école militaire, mais c'est aussi la meilleure école d'ingénieurs de France. Donc vous en avez qui vont plus pour le côté ingénieur que pour le côté militaire. Vous avez des mecs qui n'ont jamais fait un poil de sport avant de rentrer à Polytechnique et qui arrivent à réussir le stage d'aguerrissement à Saint-Cyr. Donc, c'est à portée, et même une fois en unité. Je dirais qu'en fait, le fait que tous les militaires sont des énormes sportifs, c'est un peu un cliché de l'armée quand même. Ouais. Une bonne condition physique est nécessaire, c'est sûr et certain. On a des sportifs de niveau international dans l'armée, c'est vrai,
mais c'est même pas 1%, quoi. Et donc, ma condition physique est nécessaire, mais rien d'insurmontable, vraiment. Super. Elliot, c'est Paul qui pose une question, puisqu'il a été surpris un petit peu par ce que tu as raconté. Est-ce qu'on peut être envoyé sur une mission à l'étranger du jour au lendemain en tant qu'ingénieur? Est-ce que plus tard, quand tu seras en poste, on peut te dire, bah tiens, Elliot, demain, tu dois partir à tel endroit et tu pars à tel endroit demain, ou est-ce que des missions sont préparées en amont et tu es au courant? Et 3, je rajoute, est-ce qu'il faut être volontaire pour partir ou on peut t'imposer de partir? Euh, Sauf cas de force majeure exceptionnelle, on n'est pas envoyé du jour au lendemain sur quelque part. Cas de force majeure exceptionnelle, ce serait déclaration d'une guerre entre la France et un autre pays. Et là, on a besoin d'ouvrir une base quelque part sur place dans l'urgence. Donc là, on envoie les ingénieurs en premier, boum, ce serait le cas. Après, sinon, maintenant, par exemple, je parle pas mal avec des gens qui sont en poste. Ils savent qu'ils partent en mission. Allez, ils m'ont dit, là, ça fait 8 mois avant. La personne avait fait la demande et ça a été accepté 8 mois avant à peu près. Oui, donc on attend Donc déjà. non, c'est quand même bien préparé parce que justement, il faut repasser des petits stages d'une semaine par-ci par-là de mise en condition opérationnelle où on vous rappelle certaines choses sur la cyberdéfense, comment faire attention pour pas se faire pirater sur place, quelles sont les prédispositions à prendre, enfin en termes de sécurité, etc. Énormément de choses à faire, donc on a plein de petites formations à refaire avant de partir en mission. Donc c'est important d'être prévenu en avance et de pouvoir se préparer comme il faut. Ensuite, en revanche, ce qui se fait beaucoup, c'est parfois de vous faire rallonger votre mission. Vous êtes en mission et on vous demande, ça te dérange de faire un mois de plus? Vous êtes toujours dans la liberté de refuser, hein, mais Donc tu peux dire oui, ça, ça me dérange et tu rentres plus tôt? ça arrive. D'accord. On a Après, une... généralement, les gens qui partent, ou en effet, ça se demande, surtout chez les ingénieurs au SID, il y a énormément de chantiers en France qui sont très 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 importants. Donc, en fonction des endroits où vous êtes affecté, c'est pas leur priorité de vous faire partir en mission. Bien sûr. Et si vous ne voulez pas partir en mission, limite, ça les arrange. Ouais. Mais voilà, enfin, si vous êtes affecté vers Toulon et que vous travaillez au CEA, le centre d'expertise atomique, qui prépare tout ce qui est pour le porte-avions en ce moment là, voilà, si vous pouvez ne pas partir, ils seront comme ça. Mais si vous êtes plutôt en poste vers Metz, c'est des chantiers moins intéressants, moins conséquents, vous demandez à partir en mission et vous direz oui, oui, bien sûr, allez-y. Ok. On a une question de Jean. Et tu parlais des notes, du classement, du fait que vous êtes noté tout le temps, qu'il y a un classement et que ce classement il est assez décisif puisqu'il te permet de choisir ton stage, ton affectation, etc., etc. Est-ce que du coup, bah, il y a beaucoup de compétition entre vous par rapport à ces notes? Ou est-ce que c'est quand même bon enfant et vous vous entraidez tous les uns les autres? Parce que tu as aussi laissé sous-entendre que certes, il y a le classement et ce classement, il a de l'impact, mais que des fois, vous pouvez aussi vous mettre d'accord entre vous. Donc, c'est quoi l'ambiance? Comment ça marche? Hmm. Du moins pendant la première année, là, la première année où on est vraiment beaucoup noté vis-à-vis des écoles d'officiers, les stages, etc. Il n'y a pas vraiment de compétition, hein. Évidemment, on en discute un peu entre nous. Des fois, on se dit, hein, t'es sûr, tu voudrais pas me laisser? Des fois, ouais, je dirais pas que ça se frite parce que c'est même pas vrai, mais ça peut créer des petits malaises, on va dire, pendant la première année. Mais franchement, c'est en minime. En fait, c'est à l'approche des résultats. À l'approche des résultats, on est un peu là, voilà, petit malaise. Mais de manière générale, sur une année entière, en fait, c'est quoi? C'est 3 4 jours. Mais en fait, c'est pas grand-chose. Après, en dernière année, en troisième année, quand on va avoir nos affectations en poste, c'est quand même un peu plus. C'est un poste sur lequel on va passer 3 ans, donc bon, c'est quand même 3 ou 4 ans. Donc en effet, il y a un peu plus de volonté derrière. Ça arrive que ça clash un petit peu. Et de la même manière, c'est à l'approche des résultats, quoi. C'est toujours à ce moment-là. Ça Mais n'entachera pas une vie de promotion et ça n'entachera pas les relations futures. On était potes avant, bon, c'est un peu frité pendant et on continuera d'être potes après, c'est pas un problème. Mais tu te frites avec le mec qui est juste devant toi ou juste derrière toi, en fait. Tu te frites pas. C'est par rapport. Enfin, la personne qui veut ta place et potentiellement toi tu l'as pas. Je dis n'importe quoi. Il y Oui, a deux places pour quelque chose. Toi t'es troisième par rapport. Donc tu vas un peu essayer de négocier avec les deux personnes au-dessus pour voir s'ils ont pas envie de faire autre chose. Mais c'est tout. oui, voilà, c'est ça. Ok. C'était pour bien comprendre. Il y a Juliette qui te pose une question. C'est quoi les recommandations que tu donnerais à un jeune qui hésite, ou soit qui veut se lancer, soit qui hésite à se lancer?
Plutôt dans l'armée en général ou au sein pour être émis au sein du En SID? chemin pour rejoindre le SID, pour faire la même formation que toi, pour y aller. J'ai envie D'accord. d'y Et aller, elle est, c'est quoi les recommandations? ouais, et juste, elle en est où dans sa formation elle est encore au lycée, Juliette, si je si peux tu veux bien savoir. me dire dans le chat parce que tu n'as pas précisé. Euh, donc je suis preneuse. J'ai pas d'infos pour l'instant. Bah, si, en tout cas, de manière générale, Général parce qu'elle dit quelles recommandations pour un jeune qui veut se lancer. alors, le parcours classique à suivre pour rentrer au SID et faire, bah, du coup, le parcours que j'ai fait. À l'époque, moi, j'avais fait ce qu'on appelle un bac scientifique. Maintenant, ça existe plus. Faut prendre des spécialisations, des spécialités. Donc, quand vous arrivez en première, vous en avez trois à prendre. Typiquement, faut prendre mathématiques, faut prendre physique, chimie. Et après, en fonction de ce que propose votre lycée, prenez SVT ou sciences de l'ingénieur. L'une des deux, c'est équivalent. Après, quand vous arrivez en terminale, il faut en garder plus que deux. Mathématiques, c'est vraiment celle à garder. Une prépa ne prendra pas de risque avec quelqu'un qui n'aura pas fait la spécialité mathématique parce que ça fait un trop gros retard accumulé. Et en deuxième, vous avez un peu plus le choix entre physique, chimie et sciences industrielles, sciences de l'ingénieur. Là, c'est à peu près équivalent. En fait, ça va plus déterminer la filière de prépa dans laquelle vous allez aller. Mais le SID recrute dans deux filières de prépa différentes, donc c'est pour ça gêne pas trop. Si vous gardez, si vous gardez du coup pour faire la voie royale, vaut mieux garder quand même en deuxième spécialité sciences industrielles, ce qui vous permettra de rentrer dans la filière de prépa, ce qu'on appelle PTSI, physique, technologie, sciences industrielles. Et derrière, bah, vous faites la première année, la deuxième année. Elles portent des noms différents chaque fois en prépa, première année, deuxième année. Donc la deuxième année s'appelle PT, mais bon, ça change rien, c'est dans la continuité, quoi. Mhm. Comme ça, vous faites votre deuxième année en PT, vous passez le concours, et si vous le réussissez, c'est parfait. Si vous le réussissez pas, vous pouvez ce qu'on appelle QB, redoubler la deuxième année de prépa, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas loupé à grand chose, mais bon, bah, j'ai loupé quand même. Donc voilà. Et donc le SID, l'ENSIM recrute aussi dans une deuxième filière de prépa qui est accessible. Donc vous sortez d'école, de lycée, vous allez soit en MPSI, soit en PCSI, donc maths, physique, sciences industrielles ou physique, chimie, sciences industrielles. Et en deuxième année, il faut se diriger vers ce qu'ils appellent la PSI, physique, sciences industrielles. Et le SID recrute aussi donc, dans cette filière-là, où il y a aussi un concours à passer. En revanche, il y a moins de places et c'est une filière de prépa plus concurrentielle quand même. Il y a plus d'élèves pour le nombre de places offertes. Alors qu'en PTSI-PT, c'est vraiment la filière avantageuse de ce point de vue-là. Et juste pour comprendre, tu passes les examens pour entrer à l'ENSIM et au SID. Est-ce que tu passes les examens de sport aussi? Ou c'est que des Non, examens écrits? Il y a rien du tout en lien avec du sport à ce moment-là? non, il y a rien en lien avec du sport. C'est assez étonnant. Enfin, nous, on était étonnés aussi de pas avoir. On a un entretien quand même en plus avec avec des militaires en poste, etc. Où ils vous posent justement des questions du type vous voulez devenir militaire? Est-ce que l'éloignement familial ça vous pose problème? Est-ce que vous savez que ça va être des sacrifices, peut-être amené à beaucoup bouger en termes de poste dans la France? Est-ce que ça vous fait peur? En fait, c'est plus pour savoir si vous savez où vous mettez les pieds, plus qu'autre chose. Mais cet entretien reste noté tout de même. Et voilà, c'est la seule chose qu'on a en plus pour cette filière-là. Les autres écoles militaires ont des tests sportifs, mais je pense que ce qui se dit, c'est plutôt, après tout, on doit quand même être ingénieur plus qu'aller faire pampan sur le terrain. Du coup, le côté sport, il va se travailler pendant toute la première année militaire. Vous aurez le temps de vous mettre en condition, etc. On ne demande pas un niveau incroyable non plus, donc je pense que c'est plus pour ce point de vue-là. Il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé, mais qui me semble être important, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu rentres dans ta première formation, c'est-à-dire tu as réussi le concours du SID et tu vas partir donc dans ta formation militaire dont tu nous as parlé, où tu vas apprendre à marcher au Ouais. pas, etc. Et puis
tout le long de tes études jusqu'à ce que tu sortes et que du coup tu aies un premier emploi au sein du SID. En fait, tu fais déjà partie du SID et à ce titre, tu es payé pendant tes études. Oui, oui, exactement. Oui. C'est vrai qu'on Important en parce a que pas parlé. on a tous les jeunes qui nous écoutent et qui disent oui, faire une école d'ingénieur, est-ce que j'ai les moyens, etc., etc. Là, en gros, ton école, elle est gratuite et tu es toi-même payé comme faisant déjà partie de l'armée et du SID. Et même si tu n'as pas encore un emploi, comme tu auras une affectation à l'issue de ta formation, en fait, tu es déjà rémunéré, tu as déjà une solde tous les mois en tant qu'élève officier. Oui, oui, exactement, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Oui, en fait, on est officiellement employé au moment où on rentre du coup sur la première semaine à Angers, on signe un contrat. On signe un contrat qui dit bah je m'engage, et donc bah on est payé. Donc on a la paye donc d'un aspirant. En fait, les grilles salariales sont disponibles normalement sur les sites du ministère. Donc oui, on a la paye d'un aspirant dès la première année. Donc c'est plus que le SMIC, juste en termes d'ordre d'idée pour ceux qui veulent savoir. Et donc on est payé pendant l'année militaire, pendant nos années de formation, À l'ENSIM. nos années de formation aux arts. Vu qu'on augmente en grade chaque année, parce qu'on passe aspirant, sous-lieutenant, puis lieutenant, on monte en salaire aussi au fur et à mesure. Et généralement, on sort d'école, on est lieutenant et on est payé 2200 euros par mois dans ces eaux-là, une fois qu'on sort d'école. C'est pas mal, franchement. Oui, c'est assez confortable, c'est vrai. Et d'ailleurs, on est toujours éligible à des aides de l'État. Parce que nous, par contre, pour un problème de capacité de logement sur l'école du génie, on n'a pas accès à des logements de l'armée. Donc, généralement, on se retrouve là, par exemple, on est une colocation, nous, et on est quatre militaires, justement, de quatre IMI à faire notre formation ensemble. On vit ici, donc, dans une colocation, dans une maison, du coup, dans Angers, très confortable. Limite, c'est quand même mieux de vivre dans une maison avec chacun sa chambre que dans des locaux de l'armée où généralement c'est des chambres doubles, où on est à deux. Plus pratique d'un point de vue intimité, tranquillité aussi, tout ça, ce genre de choses. Et mais du coup, vous êtes aussi toujours éligible à des aides. Typiquement, les APL, l'aide pour le logement. Même avec notre paye, on reste capable de l'avoir. Donc moi, elle fait une centaine d'euros par mois, il me semble. Et aussi ce qu'on appelle la prime d'activité. La prime d'activité, c'est une prime qui est donnée pour les gens qui travaillent et qui ne gagnent pas encore assez. Et il me semble que c'est ceux qui gagnent le SMIC, mais pas assez, quoi, en gros. Du coup, bah, c'est aussi Cumuler à une la aide fois qu'on des peut avoir. aides et des aides pour que tu vives dans des conditions qui soient optimales et que ta scolarité se passe au mieux. Donc, Exactement. on a un petit peu dépassé le temps, mais si j'essaye de résumer, ce que je retiens, c'est que du coup, tu rentres au SID généralement après les classes prépa dans certaines filières que tu nous as expliquées. Tu commences par une année où tu vas apprendre à marcher au pas, etc., faire une formation d'officier et partir faire une première expérience dans une unité que tu peux choisir en fonction de ton classement et qui peut te permettre même de partir directement en OPEX si ton unité part en OPEX. C'est une possibilité. Derrière, tu enchaînes sur tes 3 ans à l'ENSIM qui sont partagés avec des civils, des étudiants classiques, on va dire, et que là encore, le classement te permet de choisir ta première affectation au sein du SID et que là, il y a un petit enjeu parce que la première affectation, ça va être 3 ans. Donc, tant qu'à faire, autant aller là, enfin, quelque part où ça t'intéresse vraiment. On n'en a pas trop parlé, mais au sein du SID, il y a à la fois des IMI, donc des ingénieurs militaires d'infrastructure, et aussi des personnes qui sont civiles de la défense. Et donc, du coup, on peut aussi rejoindre demain le service d'infrastructure de la défense. Si ça vous a intéressé, mais que vous voulez pas avoir une carrière militaire, vous pouvez le rejoindre aussi en tant que civil. Totalement. Et au SID, c'est qu'en fait, on est en charge de la construction de toutes les infrastructures militaires et que dans ce cadre-là, on peut rejoindre, travailler des fois pour la marine ou pour l'armée de terre ou pour l'armée de l'air, etc. Et avoir des projets assez conséquents finalement sur lesquels on va travailler et qui peuvent être aussi des projets du futur comme le sous-marin, le sous-marin nucléaire nouvelle génération qui va arriver. Et que c'est des gros projets dans lesquels vous allez être amené à contribuer grâce à la formation spécifique que vous aurez eue, qui est une formation à la fois militaire et
d'ingénieur infrastructure où vous allez apprendre l'ensemble des éléments, y compris savoir gérer au mieux votre chantier. Et on a parlé tout à l'heure de tous les sujets qui peuvent avoir lieu aussi aux énergies renouvelables, etc., pour prendre en compte de manière à 360 degrés un petit peu aussi ces différents projets d'infrastructure. Oui, c'est totalement ça. Oui. J'ai bien résumé? Oui. Génial. Ouais. Si ça vous a intéressé et que vous voulez en savoir plus, pour toutes les personnes dont j'ai pas pu prendre les questions, et je m'en excuse parce que le temps est passé très vite, je vous invite à aller échanger avec les IMI qui sont disponibles sur Major Glacis. On a des ambassadeurs et des ambassadrices, ingénieurs militaires d'infrastructure qui sont présents et qui vont pouvoir vous permettre, une fois que vous avez compris ce que vous allez faire en formation, qu'Eliott nous a parfaitement expliqué, et merci Eliott pour ça, quand vous rentrez au sein du SID, si vous voulez savoir comment ça se passe, quels sont les différents métiers que vous pouvez y exercer, comment vous allez vous développer tout au long de votre carrière au sein du SID, vous pouvez continuer les échanges avec ces ingénieurs militaires d'infrastructure qui seront ravis de vous partager un petit peu leur quotidien et de vous expliquer la suite de ce qu'on fait une fois que Eliott vous a expliqué plus concrètement ses études. Mais c'était important pour nous de vous partager, parce que ce qu'a fait Eliott, qu'est-ce que ça veut dire que de rejoindre le SID et ses premières années, donc 4 ans pour devenir ingénieur militaire d'infrastructure. Et puis ça tombe super bien puisque ça coïncide avec le lancement de Major Glacis entre jeunes, où l'idée justement c'est d'avoir des jeunes comme Eliott encore en formation qui viennent vous expliquer comment faire. Donc les premiers retours que je vois Eliott sur le chat me disent que les jeunes ont apprécié. Donc merci pour le temps que tu nous as donné, merci d'avoir pris les exemples de ton parcours et de ce que tu as fait. Tu nous as permis aussi de découvrir un petit peu des unités d'élite de la Marine nationale au passage que tu as rejoint à un moment donné, et tu nous a permis de comprendre mieux concrètement qu'est-ce que ça veut dire de faire une formation d'IMI et d'être un élève officier et ingénieur à l'ENSIM. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci à vous tous qui étiez merci à vous, oui. tout à l'heure, et puis je te laisse le mot de la fin si tu veux, Eliott. J'ai juste vu, si vous permettez, une question qui est rapide à répondre là de Nicolas, qui demande pour des stages étudiants. Oui, totalement. Il suffit justement du coup de contacter les ambassadeurs de Major Glacis qu'on a, qui vous mettront en contact avec le service recrutement, tout ça. Et oui, il est totalement possible de faire des stages ingénieurs au SID. Juste pour répondre à cette question parce que c'était rapide. Exactement. Et du coup. Et en effet, les personnes que vous allez rencontrer sur Major Glacis peuvent même vous recommander derrière auprès du service de recrutement. Donc, allez vous renseigner et derrière, n'hésitez pas à faire des stages et allez toucher du doigt ces formations qui sont extrêmement riches, comme nous l'a montré Eliott. Merci à tout le monde. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Merci Eliott. À bientôt.